on va débuter un cursus de formation à l'électrocardiogramme. Et je vais vous montrer, je vais partager mon écran. Voilà cette superbe photo. Hop. Donc, le principe, D'accord. c'est qu'on part sur des webinars de 1 heure qui auront lieu le mardi. Donc, on va vous envoyer tout le programme. C'est en gros sur l'année, hein, parce qu'il devrait y en avoir une dizaine de webinars, où on va reprendre pas à pas l'interprétation de l'électrocardiogramme. On est en train d'écrire avec les infirmiers et infirmières du service et de la télémédecine et du service d'hospitalisation un livre dédié justement à l'apprentissage de l'électrocardiogramme pour les infirmières. Donc là, vous voyez la première page. Donc, vous voyez, c'est celui-là, là, diagnostic infirmier, enregistrer et interpréter un tracé ECG, trucs et astuces. Donc, il va y avoir en gros 7 ou 8 chapitres. Et à chaque fois qu'on fera le webinar, on va voir ça avec Marc juste après, mais Marc va vous demander votre adresse mail et si vous le souhaitez, on vous enverra le chapitre en question. Donc aujourd'hui, par exemple, on va commencer par, bon, c'est pas le cours le plus funky, le plus rigolo, mais les aspects techniques. Voilà. Bon, pas comment exactement on enregistre, mais enfin, les tracés qu'il faut reconnaître qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème en termes de positionnement d'électrode ou ce genre de choses quand on enregistre un électrocardiogramme. Donc, c'est vraiment le premier cours un peu basique sur la technique d'enregistrement de l'électro. Ça sera que des tracés. Il faudra que vous me donniez votre diagnostic et ce que vous en pensez. Le prochain coup, par exemple, on fera le traitement bradycarde. Donc, dans un mois à peu près, on prendra des tracés de patients bradycardes et on fera la différenciation entre dysfonction sinusale, BAV, ce genre de choses-là. Et même chose, pour ceux qui le souhaitent, on vous enverra le chapitre en numérique du bouquin que l'on a déjà écrit. Voilà, ça c'est une première partie. En parallèle à ça, donc je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on fait en collaboration avec Biotronic. Et on fera aussi du tracé. Donc, les cours, ce sera des cours sur l'électro de surface, mais on va faire aussi du tracé sur les ECG enregistrés avec un biomonitor, c'est-à-dire avec un holter implantable. Là aussi, il y a un bouquin qui a été écrit. Donc, il y a 3 grands chapitres dans ce bouquin-là. Et je vais vous faire défiler les choses, mais en gros, voilà, il y a 3 chapitres. Comment on interprète un tachogramme? Ensuite, comment on interprète un tracé de CG enregistré avec un biomonitor? Et après, quels sont les différents types d'enregistrements que l'on peut avoir? Donc, je vais vous prendre un exemple, hein. Mais voilà, on fera par exemple, je sais pas moi, la fibrillation auriculaire. Voilà, si je clique là, on vous montrera des exemples où on regardera le tachogramme d'abord, l'aspect, puis l'électrocardiogramme. Donc là, vous voyez, vous avez un rythme sinusal au départ, et hop, le patient va passer en fibrillation auriculaire. Donc, le biomonitor, vous avez une seule dérivation. Quand on fait un électrocardiogramme 12 dérivations, mais par définition, il y en a 12. Quand on fait du biomonitor, il n'y en a qu'un. Et donc, ça aussi, c'est une gymnastique un petit peu différente au niveau de l'interprétation des tracés. Voilà. Donc, en gros, pour résumer, cursus d'électro, avec au moins une dizaine de cours comme ça, de webinars qui auront lieu le mardi de 13h à 14h. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer les sessions et pour ceux qui ne peuvent pas être présents les autres fois ou ceux qui veulent revoir le cours, mais on vous donnera le lien pour pouvoir avoir aux sessions, pour pouvoir assister aux sessions qui ont été enregistrées. Et voilà le principe. Et à chaque fois, je vous dis, à chaque fois que vous aurez un cours, si vous le souhaitez, vous recevrez le chapitre numérique correspondant. Voilà un premier tracé. Alors, est-ce que la salle de télémédecine est connectée et est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Oui. Formidable. Donc voilà un premier tracé. Alors vraiment, on va parler des aspects techniques, hein, sans essayer d'être trop rébarbatif, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce tracé? Donc ça, c'est un tracé enregistré, voilà, premier tracé. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce tracé? Alors on va s'attacher aux aspects techniques, hein. Il y a 2 façons d'enregistrer les tracés. Soit on fait un tracé automatique, c'est-à-dire qu'on appuie, voilà,
Alors, en fonction des machines électro, hein, ça fonctionne pas tout à fait de la même façon, mais on va dire quand même qu'il y a des grands principes. La première chose, c'est que on peut soit demander un tracé automatique, c'est-à-dire qu'on a un tracé, et il va y avoir un certain nombre de données analysées, soit un tracé manuel. Je vais vous montrer juste après ce que c'est le tracé manuel. Là, vous avez un tracé automatique où vous allez avoir sur ce tracé un certain nombre d'informations. Donc, toujours, on rentre le nom du patient, évidemment, on rentre la date. Voilà. La date de naissance, ça peut être appréciable, bon, parfois, mais en gros, le nom, le prénom et la date à laquelle on a enregistré le tracé. Ensuite, il peut y avoir des renseignements. Bon, généralement, ils ne sont pas remplis. Mais par exemple, on vous met symptômes, médicaments. C'est sûr que si le tracé a été enregistré au moment d'une douleur thoracique, ben, c'est bien de l'indiquer. C'est bien de l'indiquer, comme ça, on pourra, voilà, si on reprend le dossier, on voit que le tracé qui a été enregistré au moment de la douleur thoracique, ça peut être intéressant. Au niveau des médicaments aussi, vous savez qu'il y a certains médicaments qui, par exemple, allongent le QT. Ben, ça peut être intéressant parfois d'informer sur le tracé, ben, si vous avez un médicament particulier, qui a ce médicament-là et à quel dosage on le prend, parce que parfois les dosages vont changer, puis ça peut être intéressant de pouvoir comparer. Voilà. Bon. En pratique, nom, prénom, date obligatoire, et puis les informations supplémentaires à discuter. Ensuite, vous avez tout un tas d'analyses. Voilà. Alors ça, c'est essentiel dans l'interprétation du tracé. Souvent, on dit il ne faut pas faire confiance à ce qui est mesure de l'appareil. Moi, je ne suis pas d'accord. Dans l'immense, immense, immense majorité des cas, cette partie ici, là, voyez, où il y a la mesure de la fréquence cardiaque, de l'intervalle PR, du durée QRS, des différents intervalles, elle est extrêmement fiable dans vraiment l'immense, immense, immense majorité des cas. Si par exemple, moi, j'ai une fréquence dans ma tête, je regarde l'électro, je me dis, ben, le tracé est à 80 et il y a marqué 55, par exemple, eh bien, généralement, je fais plutôt confiance à la machine et je vais reconsidérer et je vais recalculer. Alors, c'est possible qu'elle se soit trompée, hein, mais dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, c'est important, vous voyez, d'avoir une idée. On regarde, on reverra tout ça, hein. Quelles sont les normes pour l'intervalle PR, quelle est la norme pour la durée QRS, pour l'intervalle QT, hein, ce genre de choses-là. Mais ça fait partie de la primo-analyse du tracé. On regarde, voilà, ces informations-là. Ensuite, vous avez en haut ici une partie où vous avez des diagnostics. C'est-à-dire que là, cette fois, l'appareil va vous dire, ben voilà, ce patient, il y a une suspicion d'infarctus, il y a une suspicion de péricardite, il y a, je ne sais pas moi, une tachycardie jonctionnelle. Bon, ça, c'est un peu moins fiable, sachant que dans le futur, avec tout ce qui est développement de l'intelligence artificielle, il est évident que ça, bon, c'est correct, hein, mais c'est pas parfait quand même. Mais je pense que vraiment, il y a une grosse marge de progression et que cette progression, on va la voir arriver dans les quelques années qui arrivent. Voilà. Pour l'instant, cette analyse automatique, moi, en pratique, je ne le regarde pas. Voilà. Je me fais mon propre avis, mais demain, je pense qu'il y aura des progrès à ce niveau-là et qu'on pourra avoir ça. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a? Quand on analyse un tracé, voilà. Quand vous avez un tracé automatique, il faut que ça rentre sur une seule page. Et généralement, vous avez des dérivations qui sont coupées. Vous savez, 12 dérivations. Vous avez les dérivations périphériques, D1, D2, D3, AVR, ABL, AVF. Et vous avez les dérivations précordiales, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Donc là, par exemple, vous avez 5 secondes pour les dérivations périphériques et 5 secondes pour les dérivations précordiales. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que l'enregistrement, ces 6 dérivations-là sont simultanées. Et ces 6 dérivations-là sont enregistrées après. Donc, le tracé commence là, on enregistre ça, puis on enregistre ça. Donc, par exemple, vous pouvez très bien avoir une extrasystole ici et ne pas l'avoir là, puisque si elle survient à ce moment-là et pas là, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, par exemple, on va perdre un peu d'informations avec ce type de présentation de tracé où on a des dérivations coupées, parce que, par exemple, si j'ai une extrasystole à un moment donné, je serais content de l'avoir dans les 12 dérivations. Vous voyez. Bon, l'avantage de ça, c'est que vous avez l'analyse et vous avez les mesures automatiques. Une donnée importante, et on va y revenir après aussi, c'est ça que vous avez ici, ça fait partie systématiquement de l'analyse. Vous avez la calibration, 10 millimètres par millivolt, et vous avez la vitesse de défilement, 25 millimètres par seconde. Vous avez également les filtres. Bon, ça, on joue peu sur les filtres. Par contre, ces deux informations, elles sont essentielles, puisque vous savez que quand on va analyser l'électrocardiogramme, on va mesurer l'amplitude des différents signaux. Et pour mesurer l'amplitude des différents signaux, il faut connaître la calibration. Il faut relier les mesures en millimètres à des mesures en millivolts. Ce que l'on enregistre, c'est de l'information électrique. Et donc, si vous voulez quantifier les signaux, évidemment, il faut avoir la calibration. Même chose, on va mesurer la durée des intervalles, la durée de l'onde de P, la durée de l'intervalle PR, l'intervalle du complexe QRS. Et forcément, il faut connaître la vitesse de défilement parce que sinon, ben, vous allez avoir une analyse faussée. D'accord? Donc, voilà en gros ce que je voulais montrer là-dessus.
Voilà un second tracé. C'est le même patient. Et cette fois, ça, c'est ça le tracé manuel. Alors, le tracé manuel, par exemple, vous allez dire, voilà, j'appuie sur le truc manuel. Et là, vous allez avoir le tracé qui va défiler. Donc là, vous allez pouvoir enregistrer un, 2, 3, 4, 5, 6, 10 feuilles, si vous voulez, de tracé. Ce que je vous conseille toujours, quand vous faites ça, c'est d'avoir les 12 dérivations superposées. Voilà, les 12 dérivations sur le même tracé. Donc toujours, hein, là, il n'y a pas d'analyse automatique, hein, puisque c'est un tracé manuel, donc il n'a pas le temps de faire systématiquement l'analyse. Donc là, vous n'aurez pas la durée des intervalles, vous n'aurez pas le diagnostic. Par contre, vous aurez les 12 dérivations, les unes superposées aux autres. En rythmologie, tout particulièrement, c'est ce type de tracé qui nous intéresse. S'il se passe quelque chose à un moment donné, on est content d'avoir cet événement dans les 12 dérivations. D'accord? Par rapport à tout à l'heure, on n'en avait que 6 puis 6. Là, vous avez les 12 et vous pouvez faire défiler. Donc, quand vous faites défiler en gros votre tracé, c'est important d'avoir ça. Nous, dans les tracés systématiques à l'étage, quand on demande sur un patient standard, on a les deux. C'est-à-dire on demande le premier tracé automatique avec les mesures, puis le tracé manuel avec les 12 dérivations superposées. Voilà. OK? Bien. Alors, la salle, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez dans la salle? Oui. Très bien. Qu'est-ce que vous me dites cette fois sur ce tracé? Voilà un électro 12 dérivations. Vous avez les 12. Manuel. Qu'est-ce que vous me dites là-dessus? La vitesse de décision. Alors, essayez de parler plus fort, je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. La vitesse de défilement, elle est à 50 millimètres seconde. Exactement. Vous voyez, donc là, effectivement, quand on regarde le tracé, on a un tracé un peu bizarre. On a l'impression que le patient est très lent, avec des ondes qui sont très larges. Vous voyez, une très grande onde P, un QRS qui est un peu bizarre, une grande onde T aussi. Voilà. Donc ça, forcément, voilà, vous allez regarder, la première chose que vous allez regarder, quand vous avez tracé bizarre, déjà commencez par regarder est-ce que le tracé n'est pas enregistré bizarrement, si vous voulez. Donc effectivement, là, on a changé la vitesse de défilement. On est passé en 50 millimètres par seconde. Et donc là, forcément, vous allez avoir des ondes qui vont s'allonger. Voilà. C'est juste parce que vous avez changé la vitesse de défilement. Ça, vous pouvez le faire volontairement. Parfois, quand on voit pas très bien, quand on change la vitesse des filaments, on peut mieux voir le début du QRS et la fin du QRS et on peut mieux mesurer la durée, par exemple. Bon, en pratique, moi, je ne demande jamais à ce qu'on passe en 50 millimètres par seconde. En revanche, quand je fais le tour à l'étage, une fois, je ne vais pas vous donner un chiffre, mais une fois par mois, en gros, mais je regarde un tracé, on me dit, ah tiens, il est bizarre ce tracé. En fait, c'est de façon involontaire. L'infirmière a enregistré, l'infirmier ou l'infirmière a enregistré le tracé en changeant sans le vouloir la vitesse de défilement et on a ça. Donc ça, on peut se faire avoir, voilà. Je vous montre la suite. Vous voyez, là, par exemple, je modifie la vitesse de défilement. Vous avez trois choix, généralement. Vous avez 50 millimètres par seconde, 25, le tracé est normal, et vous avez aussi 5 millimètres par seconde. Alors, 5 millimètres par seconde, vous voyez, ça donne ça. Donc là, de suite, l'infirmière qui a appuyé sans faire exprès sur le bouton, on va le voir déjà parce que ça met 1 heure à sortir. Ça met beaucoup plus de temps pour enregistrer votre électro, quoi. Donc vous voyez, ça met beaucoup de temps. Donc ça n'arrive pas par inadvertance. Ça, par contre, voilà, le 50 millimètres par seconde, ça peut arriver par inadvertance. Bon, en pratique, c'est très rare que volontairement on le change et je ne pense pas que c'est grand intérêt. Qu'est-ce que vous pensez de ce tracé? Alors excusez-moi, je ne vous ai toujours pas entendu. L'amplitude qui a été diminuée. Ouais, la calibration, oui, tout à fait. L'amplitude, ça vous donne. Oui, ça, par exemple, ce tracé-là, je pourrais parfaitement me faire avoir, par exemple. Si vous me montrez ce tracé, je vous dirais, bah, ce tracé, il a l'air normal, en fait. Vous voyez, par exemple. Donc ça, c'est embêtant parce que effectivement, alors souvent, on va s'en apercevoir. Là, si vous appuyez par inadvertance sur 5 millimètres, je vous ai dit tout à l'heure, la norme, c'est 10 millimètres. Quand un médecin regarde un tracé, il s'attend à ce que ce soit 10 millimètres par millivolts. Mais ça saute pas aux yeux. Et parfois, vous en apercevez quand vous prenez le dossier d'un patient et vous regardez deux tracés enregistrés, par exemple, à 1 semaine de différence, et vous apercevez l'amplitude a fondamentalement changé. Donc, vous allez vous dire, ah ben tiens, les QRS, ils sont plus petits sur celui-là, les ondes de T plus petits. Bon, ben, vous allez regarder, et en fait, c'est effectivement la calibration qui a été modifiée. Vous voyez, là, j'ai changé les calibrations. 10 millimètres par millivolt, c'est ce à quoi on s'attend. Si vous mettez 5, vous voyez, vous pouvez faire avoir. Et si vous mettez 20, ben là, vous avez forcément des QRS qui sont beaucoup plus amples. Un des critères d'hypertrophie du ventricule gauche,
Et quand on va chercher l'hypertrophie ventriculaire gauche, vous avez plus de tissu, donc vous avez des signaux qui sont plus amples, vous avez des QRS qui sont beaucoup plus amples, comme dans ce cas-là, par exemple. Mais là, dans ce cas précis, ce n'est pas du tout une hypertrophie, c'est juste que vous vous êtes trompé quelque part et que vous avez changé la calibration. Donc attention sur un tracé, voilà, je ne vais pas en faire 1 heure là-dessus, mais 25 mm par seconde, 10 mm par millivolt. À vérifier sur tous les tracés. Si vous avez une ligne comme ça de conduite, à chaque fois vous le faites, mais vous verrez, vous ne vous tromperez pas. Qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? C'est parasité, ouais. Ouais, on a manifestement un tracé parasité. À quoi ça peut correspondre selon vous? Le lit qui est branché. Alors, ça peut être ça. Quand le lit est branché, ça donne un aspect qui ressemble à du 50 Hz. Ça, c'est pas. Vous voyez, mais ça peut ressembler à ça quand même. C'est-à-dire qu'il y a une interférence. Quand le lit est branché, vous pouvez avoir une interférence entre votre appareil électro et l'électricité qui arrive dans le lit. C'est possible. Mais c'est pas ça dans ce cadre-là. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Si on a froid. Ouais, c'est ça. C'est un patient qui a froid. Voilà. Là, vous avez vraiment un tremblement. Voilà. Ça, c'est du myopotentiel. C'est-à-dire, c'est les muscles. Voilà, il tremble, le patient. Et forcément, c'est détecté par la machine et qui va avoir ça. Donc, en gros, quand on fait un électrocardiogramme, bon, si possible, un patient au calme, qui respire doucement, normalement. On peut lui demander, parfois, c'est les mouvements respiratoires qui peuvent créer le parasitage. Bon, il faut qu'il respire de temps en temps quand même, c'est important, mais afin qu'il essaye de bien contrôler, au calme, tranquille, et qu'il n'ait pas froid. Voilà, ça c'est une règle de base. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? Alors ça, c'est un patient qui a une cardiopathie et qui nous est adressé dans le service pour fibrillation auriculaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Il nous est adressé pour FA. Et donc, voilà le tracé que vous avez. Qu'est-ce que vous en dites? Sinusal. Vous Ok. dites qu'il est sinusal. OK. Qu'est-ce que vous pensez du tracé en D1 là? Vous voyez, vous avez le QRS, l'onde de T, puis vous avez quelque chose. Le terme que l'on emploie, c'est souvent trémulation de la ligne de base. Si je reviens sur mon tracé normal, vous voyez, la ligne de base, c'est ce qu'il y a entre la fin de l'onde de T et le début de l'onde de P. Alors, je vais vous en montrer un plus tôt. Mais bon, entre la fin de l'onde de T et le début de l'onde de P. Et la ligne de base, cette partie-là, elle est censée être plate et isoélectrique. C'est-à-dire, voilà, elle doit être parfaitement plane. D'accord? Si je reviens sur mon tracé, là, votre ligne de base, elle n'est pas plane. Vous voyez, vous avez cette ondulation. On appelle ça une trémulation de la ligne de base. Quand on regarde le tracé, vous voyez, vous avez effectivement cette trémulation de la ligne de base. Mais ce que vous m'avez dit, effectivement, c'est que selon vous, ce patient est en rythme sinusal et n'est pas en FA. Quand on parle de trémulation de la ligne de base, une des causes possibles, c'est effectivement la fibrillation auriculaire. Et pourquoi vous me dites qu'il n'est pas en FA? Alors, régulier, la régularité, par exemple, vous pouvez avoir un pacemaker, être en FA et être parfaitement régulier. Et en D2, Généralement, la FA, ça vous donne des rythmes irréguliers. C'est voilà, dans la grande majorité des cas. Mais ce n'est pas obligatoire. En gros, quand vous avez un rythme régulier, comme dans ce cadre-là, effectivement, ça pose question sur la FA. Mais ça reste possible. C'est peu probable, mais c'est possible. Qu'est-ce qui d'autre vous fait dire qu'il est sinusal? en D2, on voit les ondes P. Exactement. Voilà. Là, vous avez la chance d'avoir un électrocardiogramme 12 dérivations. 12 dérivations, ça rend les choses plus compliquées à analyser puisqu'il y en a 12. Mais par exemple, si vous prenez un tracé de montre, enregistré avec une montre connectée, ou si vous prenez un tracé de biomonitor, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le Holter implantable, là, vous n'aurez qu'une dérivation. L'avantage des 12, c'est que parfois, il peut y avoir des choses dans certaines dérivations et pas dans d'autres. Ce patient-là, effectivement, nous a été adressé pour fibrillation auriculaire. Il se trouve qu'il était parfaitement sinusal. Il se trouve aussi que ce patient avait un problème de Parkinson et que donc il tremblait. Alors, c'est très particulier comme tracé parce qu'il tremblait, il a un hémi-Parkinson. C'est rare, mais ça existe. Il ne tremble que d'un côté. Et ce qui fait que, effectivement, côté en D2, vous n'avez pas de tremblement et vous avez le diagnostic sinusal qui est évident. En revanche, dans les autres, le tremblement vous fait dire, ah, il y a une espèce de trémulation de la ligne de base, il est possible qu'il soit en fibrillation auriculaire. Quand vous avez 12 dérivations, vous pouvez avoir du parasitage, vous pouvez avoir voilà, cette trémulation dans certaines dérivations.
Par chance, vous pouvez ne pas l'avoir dans d'autres, et c'est ces autres dérivations qui vous permettront de faire le diagnostic. Un parasitage, ça peut être présent dans certaines dérivations et pas dans d'autres. En revanche, si vous êtes en FA, vous êtes en FA dans toutes les dérivations. On ne peut pas dire je suis en FA en D1 et sinusal en D2. Ça ne marche pas, hein. C'est enregistré en même temps. Donc, soit vous êtes en FA toutes les dérivations, soit vous êtes sinusal, mais pas les deux en même temps. D'accord? Et donc, les 12 dérivations, ça vous permet ça, de corriger. Une des difficultés, par exemple, du biomonitor ou des tracés de montre, c'est que vous n'avez qu'une dérivation. Et donc, si vous avez ça, par exemple, ça sera beaucoup plus difficile de déterminer qu'il est sinusal. Vous comprenez? Si vous avez enregistré la dérivation de D2 avec votre biomonitor, ben forcément, vous pourrez le dire. Si vous avez enregistré D1 ou D3, ben vous ne pourrez pas le dire. Voilà. Donc, ça, ce patient-là, Parkinson. Alors, c'est très important, hein, ça. Parce que vous savez que dans la pharmacopée, dans les médicaments que l'on prend, le pire de tous les médicaments, celui qui a le plus d'effets secondaires. Alors, si on le donne, c'est qu'il y a des avantages quand même. Mais celui qui a le plus d'effets indésirables graves, c'est le traitement par anticoagulant. Et donc, sachez que tous les ans, il y a des gens qui sont mis sous anticoagulants pour un faux diagnostic de FA ou un faux diagnostic de flotteur parce qu'ils ont un tremblement. Ça, en neurologie, il faut être très vigilant, par exemple. Si vous avez un service en neurologie où ils font du Parkinson, bon, mais la qualité des tracés est essentielle parce que il ne faut pas arriver à des faux diagnostics de FA. Il suffit qu'il soit un tout petit sinusal, mais un peu irrégulier, et vous pouvez facilement vous faire avoir et arriver au diagnostic de FA. D'accord? Alors, et ça peut avoir des effets catastrophiques, je vous répète, parce que s'il est en FA, on va l'anticoaguler. Et si on l'anticoagule, il y a un risque d'effet secondaire qui est très important, quoi. OK? Bien. Je vous montre le même patient. Ce patient-là, comment vous faites pour avoir moins de parasitage? Vous voyez, le patient qui a froid tout à l'heure, bah, vous lui mettez une couverture, vous le réchauffez, il a plus froid, il ne tremble plus, c'est réglé. Dans le Parkinson, comment vous faites pour avoir un tracé de meilleure qualité? Augmenter les filtres. Alors, si vous augmentez les filtres, le tremblement, il sera toujours là. Alors, c'est sûr que le filtre peut réduire la quantité de tremblement. Ça peut être une idée. Mais en tout cas, tu ne verras pas quand même ton onde de P, quoi. Toi, ce que tu filtres tout. Si tu filtres la trémulation de la ligne de base, tu filtres aussi l'onde de P, donc tu ne le verras pas. Donc ça, ce n'est pas forcément une très bonne solution. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution? Alors, quand vous avez un patient qui tremble, un Parkinson, la solution, c'est de mettre, vous savez, normalement, les électrodes, vous les mettez au poignet et aux chevilles. Si vous mettez les électrodes au niveau des hanches et au niveau des épaules, pas sur le thorax, hein, mais sur les épaules, vous allez avoir exactement le même électrocardiogramme. En revanche, il est quand même fréquent qu'au niveau des épaules et des hanches, ça tremble beaucoup moins. Ce sont souvent des tremblements un peu distants, voilà, au niveau des mains, au niveau des bras. Voilà. Si vous mettez les électrodes au niveau des racines des membres, vous aurez le même tracé, mais moins de tremblements. Et donc, c'est ce qu'on a eu chez ce patient-là. On a modifié les électrodes et vous voyez que là, ben, vous voyez effectivement que le tracé qu'on avait en D2 sinusal, ben, en fait, on le récupère en D1, on les a. Voilà. Un des messages, c'est ça, hein. Attention, si vous êtes en FA, vous êtes en FA dans les 12. Si vous êtes sinusal, vous êtes sinusal dans les 12 dérivations. On ne dit pas je suis en FA dans l'un et un sinusal dans l'autre. Okay, et retenez qu'un patient qui tremble, c'est quand même assez fréquent. Voilà. N'hésitez pas à mettre les électrodes au niveau des racines, vous aurez beaucoup moins de tremblements. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je continue. Bon, ce tracé-là, qu'est-ce qu'on a sur ce tracé? Il a toussé. Là, on a manifestement, bon, on a 12 dérivations, on a la dérivation de V3 qui s'est décrochée, là, de V2, pardon. C'est clair ça? Bon, là, elle s'est décrochée. Voilà. Un petit message juste, bon, ça c'est un petit détail, mais en règle générale, quand vous faites un électrocardiogramme, essayez de ne pas mettre votre appareil d'électro trop loin du patient. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de traction sur les fils. Si vous avez des tractions sur les fils, vous aurez des tracés de moins bonne qualité. Rapprochez votre appareil. Alors, c'est sûr que si votre appareil il est proche d'un lit électrique, ça peut parasiter, mais essayez quand même en règle générale de rapprocher votre appareil, d'avoir le moins possible de traction. Si ça tire sur les électrodes, vous pouvez aussi avoir du parasitage et puis vous aurez plus facilement des dérivations qui se décrochent. Bien. Alors, maintenant, on va attaquer le chapitre un tout petit peu plus compliqué où il va falloir se poser la question, euh, est-ce qu'on a mis les électrodes au bon endroit? Vous voyez, ça, c'est une question qui est essentielle. Donc, il faut déjà connaître voilà, ces couleurs. Ça, dans le bouquin, vous voyez, c'est expliqué. Je vous expliquerai quand vous... Si vous m'envoyez votre mail, on va vous le demander tout à l'heure, hein, mais euh, je vous enverrai le chapitre du bouquin où ça explique tout ça. Voilà. Bon. Comment on dispose des électrodes?
au niveau périphérique et également au niveau précordial. Voilà. À quel endroit on les positionne. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'électro, c'est 12 dérivations et que chaque dérivation a des normes différentes. Alors, évidemment, on est sinusal en D1 comme on est sinusal en D2. La fréquence cardiaque, c'est la même, la norme, quelle que soit la dérivation. La durée des QRS, la durée de l'onde de P, tout ça. En revanche, en tout ce qui concerne la polarité, c'est-à-dire est-ce que les ondes de P, le QRS, les ondes de T doivent être positifs ou négatifs, varient en fonction des dérivations. Un exemple, si vous prenez D1, c'est une dérivation simple D1. C'est pour ça que quand on enregistre un tracé avec une montre connectée, c'est assez facile finalement, puisque si vous la mettez au poignet gauche et que vous avez appuyé avec l'index droit, vous aurez l'enregistrement de D1. En D1, un patient normal, vous aurez toujours une onde de P positive, un QRS positif et une onde de T négative. Si vous avez une onde de T négative en D1, je ne vous fais pas un diagnostic, mais par contre, je vous dis que c'est hors norme. L'onde de P, elle est toujours positive en D1. Et toujours. À l'inverse, si vous prenez AVR, l'onde de P, le QRS et l'onde de T sont toujours négatifs. Donc, si un jour, j'ai un tracé avec un AVR, avec une onde P positive, un QRS positif et une onde de T positive, par exemple, ben, je vais me dire, soit c'est que le patient est anormal, il y a une anomalie, soit on a inversé les électrodes. Vous voyez? C'est ça, il faut avoir ça en tête. Et donc, il faut avoir certaines notions, et c'est ce que je vais vous montrer, pour reconnaître, parce que ça, c'est très fréquent. Quand je faisais ce bouquin-là, je cherchais des tracés, vous voyez, tous les jours, je monte dans le service et je regarde tous les tracés enregistrés. Et donc, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je cherche, moi, je sais pas, des blocs gauche, blocs droit, ce genre de choses-là. Mais je cherche aussi des inversions d'électrodes. Et en les cherchant, ben, je m'aperçois qu'il y en a quand même un certain nombre. Nous, on a quand même des infirmières qui sont relativement expérimentées, c'est leur domaine de compétence, l'électrocardiogramme. Et pourtant, ben, quand vous en faites 10, 15 dans la journée, ben, à un moment donné, parfois, vous pouvez vous tromper. Mais ce n'est pas si rare. Voilà. Et ça, il va falloir reconnaître les signes. Je vais vous donner 3 signes. En gros, les 3 signes que je veux vous donner vont vous permettre de reconnaître un nombre très important d'inversions d'électrodes, sachant qu'il y a parfois des inversions d'électrodes où il n'y a pas de signe objectif, et c'est en comparant 2 tracés enregistrés l'un après l'autre, par exemple un jour après l'autre, que l'on voit qu'il y a une différence, et c'est comme ça qu'on va penser à l'inversion d'électrodes. Alors, la première chose, je vous disais, quand vous allez faire votre électrocardiogramme 12 dérivations, vous allez dire, voilà, je l'ai enregistré, la première étape, c'est je regarde la vitesse de défilement, 25 mm par seconde. La calibration, 10 mm par millivolt. Ensuite, je regarde la qualité du tracé. Est-ce qu'il y a du parasitage, oui ou non? Est-ce que la ligne isoélectrique est stable? Là, vous voyez, j'ai mes 12 dérivations. Alors, je ne l'ai pas marqué, mais c'est 10 mm par millivolt, 25 mm par seconde. On a un tracé de bonne qualité qui n'est pas parasité. J'ai une ligne ici de base, donc fin de l'onde de T, début de l'onde de P, qui est bien stable. Le tracé est bien interprétable et j'ai mes 12 dérivations. Bien. L'étape d'après sera de dire, je vais rechercher un signe évident d'inversion d'électrode. Je vous répète qu'il y a des inversions d'électrode, ben, on passe à côté parce qu'il n'y a pas de signe évident. Mais par contre, il y en a certaines qu'il faut savoir reconnaître. La première dérivation que l'on va regarder systématiquement, c'est D1. D1, comme je vous disais, vous aurez sur un patient normal toujours une onde de P positive, un QRS positif, une onde de T positive. Alors, si vous avez un patient qui a par exemple de l'ischémie, qui a fait un infarctus, vous pouvez très bien avoir une onde de T négative. Vous pouvez même avoir un QRS négatif. Mais par contre, l'onde de P restera toujours positive. Donc, sur un tracé anormal, ça n'arrive jamais que vous ayez les 3 négatifs en même temps. C'est-à-dire onde de P négatif, QRS négatif, onde de T négatif. Si vous avez onde de P négatif, QRS négatif, onde de T négatif, soit c'est une inversion d'électrode dans 99,9999999% des cas, soit c'est ce que l'on appelle une dextrocardie. Alors, je ne vous demande pas de retenir ça, mais sachez qu'il y a certains patients très particuliers qui ont une inversion du côté des organes, c'est-à-dire que le foie est à gauche, que le cœur est orienté vers la droite, par exemple. Et si vous avez le cœur orienté vers la droite, alors forcément, en D1, vous allez avoir une image inversée et vous aurez l'onde de P, le QRS et l'onde de T négative. Mais ça, c'est très très rare. Si vous avez les 3 négatifs, le plus probable, avec 99,999% des cas, c'est que vous avez inversé les électrons. Donc, premier signe qu'on va regarder, c'est celui-là. Ensuite, on va regarder D1, D2, D3. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre quand je vais vous montrer les tracés, hein.
En D1, D2, D3, vous ne devez pas avoir une dérivation qui a l'air complètement plate. Alors, si vous avez une dérivation complètement plate dans toutes les dérivations, les 12, bah, c'est peut-être que le patient est décédé. Ça, c'est une possibilité. Mais si vous avez des dérivations qui sont voltées de façon normale et que une de ces trois a l'air très plate, ben, ça peut être aussi une inversion d'électrode. Alors, je vais vous le faire bref, mais en gros, sachez que quand on pose les électrodes périphériques, on en met quatre. Poignet droit, poignet gauche, jambe droite, jambe gauche. Sachant que la dérivation de la jambe droite ne, ne sert à aucune des six dérivations que l'on enregistre. C'est juste la mise à la terre. Donc, la dérivation droite, en gros, elle ne fait pas partie de D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, au niveau de la jambe droite. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que si j'enregistrais une dérivation entre la jambe gauche et la jambe droite, eh bien, vous aurez une dérivation qui est plate parce que vous n'avez pas de différence de potentiel entre la jambe gauche et la jambe droite. C'est-à-dire qu'un électro entre les deux jambes, ben, ça vous donne un tracé plat parce qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre les deux. Donc, il n'y a aucune dérivation sur ces six qui correspond à la dérivation jambe droite, jambe gauche. Mais maintenant, si vous inversez les électrodes, si par exemple vous inversez le poignet droit et la jambe droite, au moment où vous allez vouloir enregistrer poignet droit, jambe gauche, en fait, comme vous avez inversé les électrodes, vous allez enregistrer jambe droite, jambe gauche. Si vous enregistrez jambe droite, jambe gauche, eh bien, vous avez un tracé plat. C'est clair ça pour tout le monde? Donc, si vous avez D1, D2 ou D3 qui est plat, et je vais vous montrer les tracés, vous allez comprendre beaucoup plus facilement. Vous allez suspecter une inversion d'électrode. Le dernier signe que vous devrez regarder systématiquement, ça c'est un peu plus difficile, c'est les dérivations précordiales. Autant quand on inverse les dérivations périphériques, on arrive souvent à faire le diagnostic. Quand on inverse les dérivations précordiales, voyez, essayez de vous mettre en tête que normalement, l'onde R, donc dans le QRS, la partie positive, elle est faiblement voltée en V1 et elle est beaucoup plus importante en V4, V5, V6. Ça, c'est normal. Et vous avez une évolution harmonieuse de votre QRS. Petite onde de R, grande onde de S en V1. Un peu plus grande onde de R, un peu plus petite onde de S en V2. Puis, vous devenez positif, très positif, de V4, V5, V6. D'accord? Et donc ça, vous devez avoir une progression harmonieuse à ce niveau-là. Je vais vous montrer des tracés, vous allez mieux comprendre. Qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? En V1 négative. Voilà. Là, vous avez été préconditionné, hein, mais vous voyez, là, vous regardez. Vous dites votre électro, bon, il est de bonne qualité, hein, on a 12 dérivations. Bon, le tracé, il bouge un peu, là. Bon, le patient a peut-être un peu respiré, des choses comme ça. Bon, un peu bougé. Bon, voilà. Mais globalement, le tracé est de bonne qualité. Donc, on pourrait se lancer dans l'analyse. La première étape, je vais dire, voilà, 10 mm par millivolt, 25 mm par seconde. La qualité du tracé est correcte, même si là, elle n'est pas parfaite. Très bien. Je vais rechercher des signes d'inversion d'électrons. Ça doit vous sauter aux yeux. Vous regardez D1, onde P négative, QRS négatif, onde T négative, et là vous allez vous dire, ah, là j'ai inversé les électrons. La D1, c'est de la droite vers la gauche. Je regarde du poignet droit vers le poignet gauche. Ben, si vous inversez les deux, ben, au moment où vous allez vouloir regarder de la droite vers la gauche, vous allez regarder de la gauche vers la droite, et donc vous aurez un électro inversé. Et donc là, vous allez dire, voilà, c'est inversé. Par contre, je n'ai pas de dérivation plantante des 2, D3 et j'ai ma croissance harmonieuse V1, V2, V3, V4, V5, V6. Là, j'ai inversé les deux électrodes du poignet. Qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? Là, vous voyez, bon, est-ce qu'il est négatif, positif? On ne le voit pratiquement pas. Vous avez un D1 qui est pratiquement plat. C'est clair ça? Les autres dérivations sont normalement voltées et vous avez un D1 qui a l'air complètement plat. Mais là, vous avez aussi inversé les électrodes. Donc, je ne sais pas, à partir du tracé, si on réfléchit hein, et si on prend le temps, on peut analyser et vous dire, ben voilà, c'est telle électrode qui sont inversées. Tout à l'heure, le tracé juste avant, je vous ai montré, c'était poignée droite, poignée gauche. Bon, on pourrait passer 3 heures à aller chercher quelle dérivation est inversée. En pratique, ça n'a aucun intérêt. La seule chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a une inversion d'électrode. C'est clair ça? Bien. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? Oui, après, c'est un peu répétitif, hein, mais qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? Les deux plats. Voilà. Oui, quand on y pense, le D1 est anormal,
On a P négatif, QRS négatif, onde de T négatif. Ça, c'est anormal aussi. Suspicion d'inversion d'électrode. Le D2 est quasiment plat. Bim, ça doit vous sauter aux yeux. Positif. Là, qu'est-ce que vous en dites? Les trois Ouais. polaires. Bon, c'est un peu rébarbatif, je vous l'accorde, mais voilà, comme ça au moins c'est la répétition, hein, voilà. Enseigner, c'est répéter, donc vous voyez, là le D3, il est plat aussi, et donc ça va vous sauter aux yeux. Ça, je vous garantis que si vous prenez, allez, je ne sais pas combien, mais 100 ou 150 tracés consécutifs enregistrés dans un service, c'est pas du tout impossible qu'il y en ait au moins un où il y ait ça, un de ces signes que je vous ai montrés. Voilà. Et ça doit vous sauter aux yeux. Donc, vous voyez, là, je pourrais dire 10 millimètres par millivolt, 25 millimètres par seconde, j'ai mes 12 dérivations, la tracée est bon, et je commence mon analyse. Et vous pourriez dire, ah ben tiens, curieux, cette dérivation des trois. Non, là, vous allez dire, voilà. Euh, vous allez dire, ben voilà, il y a une inversion d'électrode, ça va vous sauter aux yeux. Là, qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que vous... Les 5. Ouais, très bien. On regarde, donc même chose, j'ai un électrode 12 dérivations, de bonne qualité, 25 millimètres par seconde, 10 millimètres par millivolt, je n'ai pas de parasitage, j'ai une ligne isoélectrique, ça me va. Je recherche des signes d'inversion d'électrode. Je regarde mon D1. Mon D1, P, Q, R, S, T, bon, manifestement, c'est bon. Je regarde D1, D2, D3. Je n'ai aucune de ces trois dérivations qui sont plates, donc ça aussi, c'est bon. Je vais regarder ensuite mes dérivations précordiales. Qu'est-ce qui vous paraît particulier? C'est négatif en V5. Oui, vous avez, si vous regardez bien, votre V1, vous voyez, ça, si vous suivez le cursus sur l'année, l'électrocardiogramme, moi, je ne peux pas vous l'apprendre en une demi-heure. Ça, c'est pas possible. Même en 2 heures, je ne peux pas vous dire, ben, en 2 heures, je vais vous faire tous les électros. Ça, c'est pas possible. Parce que l'électro, il y a un certain. C'est pas difficile, hein, je vous assure, hein. Enfin, avoir les grandes bases de l'interprétation de l'électro, après, il y a toujours des subtilités, mais ces grandes bases, elles ne sont pas difficiles. Par contre, c'est un certain nombre d'informations qu'il faut avoir. Par exemple, je vous ai montré tout à l'heure, l'aspect normal en V1, c'est petite onde R et onde S. Voilà. Votre QRS normal, il est négatif en V1. Votre QRS normal, il est franchement positif en V5. En tout cas, ce n'est pas de la magie, si vous voulez. V1, V2, V3, chaque dérivation se suit. C'est très rare d'avoir une dérivation qui soit complètement différente des deux qui l'encadrent, en gros. Et donc, c'était quel tracé? C'est celui-là. Effectivement, moi, je vois deux choses sur ce tracé. J'ai un V1 très positif, mais surtout, j'ai mon V5. Vous voyez, si on le prend comme ça, je suis très positif en V4, très positif en V6, et je suis négatif en V5. Et ça cadre pas. Vous voyez, ça doit vous sauter aux yeux parce que V4, V5, V6, elles sont juste à côté des dérivations. Comment on peut. C'est pas de la magie, l'électro, c'est ça que je veux vous dire. On ne peut pas avoir quelque chose de très positif en V4, très positif en V6 et de négatif en V5. Ça correspond pas, ça. Voilà, ça, il y a forcément une anomalie. Maintenant, si vous vous projetez un peu et que vous vous dites, je regarde mon V1 et je regarde mon V5, il ressemble beaucoup à un V1 et mon V1, il ressemble beaucoup à un V5, en fait. Vous voyez, si on se repositionne là-dessus, ce V1 là, ben, c'est le V5 de maintenant, et ce V5, c'est le V1 de maintenant. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé V1 et V5. D'accord? Donc ça, voilà, forcément, c'est quelque. Bon, c'est pas. Autant, je vous dis juste, hein, les dérivations périphériques, D1, D2, D3, c'est tellement évident qu'on fait le diagnostic. Les dérivations périphériques, il y a tout un tas de tracés où il y a probablement des inversions d'électrodes que l'on ne voit pas. Parce que là, vous avez inversé V1 et V5, c'est gros comme. Mais si vous avez inversé, par exemple, V3 et V4, personne ne s'en. Alors, est-ce que c'est grave? C'est pas très grave finalement, puisque l'aspect, bon, voilà. Mais voilà, ce qu'il ne faut pas, c'est arriver à des faux diagnostics parce que vous avez inversé les électrodes. Mais en gros, les dérivations précordiales, si vous inversez vraiment des électrodes qui sont très distantes, V1 avec V6, V2 avec V6, on va le voir. Si vous inversez V2 avec V3, V3 avec V4, ça, on le verra pas. Je vous montre ce dernier tracé-là. Qu'est-ce que vous en dites de ce tracé?
Là, par exemple, vous voyez, si je vous ai montré les. Moi, quand j'interprète un électro, voilà, je fais pas mal de cours aux étudiants et je leur dis, essayez d'avoir une méthode d'analyse et répétez toujours la même chose. Alors, ça prend un peu de temps au début, mais vous voyez, vous avez un chemin. Vous dites, il s'agit d'un électro 12 dérivations. J'ai une vitesse de défilement de 25 mm par seconde. J'ai une calibration de 10 mm par millivol, mes filtres. Mes 12 dérivations sont de bonne qualité. J'en ai pas une avec du parasitage. J'ai une ligne isoélectrique qui est stable, donc j'ai vraiment un tracé de bonne qualité et je peux l'interpréter. L'étape d'après, c'est de dire, je recherche des signes évidents version d'électrode. C'est-à-dire que euh, j'ai bien conscience que parfois, excusez-moi, hop, il y a des signes d'inversion d'électrode que je ne vois pas. C'est pour ça que je dis, j'élimine les signes évidents d'inversion d'électrode. Je vous ai dit, on regarde D1, D2, D3, voilà. Et je regarde aussi, est-ce qu'il y a un précordium qui me paraît harmonieux. Là, par exemple, j'ai une inversion d'électrode, mais ça, par exemple, je suis sûr que je n'en ferai pas le diagnostic. Là, sur ça, là, si vous me montrez ce tracé-là, ben, je ne vous dirai pas, ah ben tiens, il y a une inversion d'électrode. Pourtant, il y en a une, c'est-à-dire que là, j'ai inversé jambe gauche, poignet gauche. Jambe gauche, poignet gauche, ça modifie que très peu l'électrocardiogramme. Et donc, vous avez un électrocardiogramme où il n'y a pas les signes évidents d'électrode. Donc, quand vous faites votre analyse, vous ne dites pas, il n'y a pas d'inversion d'électrode. Vous dites juste, il n'y a pas de signe évident d'inversion d'électrode. Est-ce que c'est clair, ça, pour tout le monde? OK? Donc là, par exemple, j'avais inversé et pourtant, ben, j'ai rien vu. Hop, un dernier tracé. Ce dernier tracé, qu'est-ce que vous en pensez? C'est négative en V1. Alors, là, j'ai un tracé avec D1 est normal, D2 normal, D3. Voilà. Alors, hop, là, par exemple, je n'ai pas, enfin, moi, si je regarde ma dérivation périphérique, j'ai quelque chose de normal. C'est le même patient que tout à l'heure. Là, en gros, même chose, hein. C'est pas qu'il y a une inversion d'électrodes, c'est que j'ai positionné mes électrodes au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'il faut que vous connaissiez parfaitement le positionnement normal. Vous voyez, quand vous mettez un électrocardiogramme, normalement, vous devez repérer vos espaces intercostaux de façon à savoir où vous mettez vos électrodes. Parce que souvent, on le fait un peu à la va-vite, et c'est important de les positionner au bon endroit. Là, par exemple, c'est pas que j'ai inversé les électrodes, c'est que je les ai mises trop haut. Alors, sachez qu'entre V1, V2, V3, V4, V5, V6, il n'y a qu'un espace intercostal de différence. Et quand je regarde parfois, quand je regarde les étudiants en médecine, par exemple, bah, souvent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de distance qu'il ne devrait entre les dérivations, entre les différentes dérivations. Et en gros, voilà, il n'y a pas de règle, hein, il y a pas de, c'est pas de la science, c'est pas des analyses statistiques, mais souvent, on a tendance à mettre les dérivations électrocardiographiques un peu trop haut. Là, par exemple, c'est le cas. Donc, si vous regardez votre tracé, et ça, c'est le tracé normal. Si vous regardez votre V1, V2, vous voyez là, à quoi il ressemble, c'est le même patient, hein. Mais là, vous avez un tracé un peu différent avec un aspect un peu de bloc droit qui se crée. Vous voyez. Bon. Mais en tout cas, ça, par exemple, aussi, si vous ne mettez pas les électrodes au bon endroit, mais jamais, moi, je vous ferai le diagnostic, je vous dirai, ah ben là, c'est sûr que vous avez mis les électrodes trop hautes. On passe tout le temps à côté. La seule chose, c'est que si on a deux électros différents à une semaine de différence, par exemple, ben, on verra effectivement qu'il y a des modifications de l'électrocardiogramme. Ça, c'est important parce qu'on va se poser la question. On va se dire, mais attendez, cet électro, il a changé parce que il s'est passé quelque chose ou parce que les électrodes sont pas au bon endroit. Toujours garder ça en tête. Quand on compare deux tracés, et que, bon, voilà, alors, si dans l'un vous êtes sinusal et dans l'FA dans l'autre, bon, vous allez faire le diagnostic. Mais si par contre vous avez une morphologie un peu différente du tracé, une des questions que vous allez vous poser, c'est est-ce que, entre autres, ben, pas forcément inversé, mais pas positionné au même endroit. OK?